On va démarrer. Bonjour à tous et merci de vous être connectés entre midi et deux pour démarrer avec nous cette saison 2 des webinaires de CIPRE. Cette saison 2 fait suite à une première édition de webinaire qui avait eu lieu l'année dernière et qui permettent de présenter un peu plus en détail l'action CIPRE ainsi que les résultats des différentes plateformes et que vous pouvez retrouver sur le site internet de CIPRE. Pour cette saison 2, nous avons prévu de parler plutôt de thématiques transversales de par les études qui ont été conduites sur plusieurs plateformes en même temps. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un petit focus sur le carbone. Je précise que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en cours de présentation. On y reviendra à la fin. Je prévois 20-25 minutes de présentation et pour laisser quand même la place aux questions ensuite. Ok, donc en termes de plan, on va faire quand même un bref rappel de ce qu'est l'action CIPRE, ses ambitions, son organisation et comment est agencé le dispositif expérimental. Je ferai également un petit rappel sur la méthode label bas carbone grande culture. Ensuite, on rentrera dans le vif des résultats et du bilan carbone des systèmes innovants CIPRE. Et on verra pour finir la contribution à la est-ce que oui ou non ce bilan carbone permet une contribution à la performance des exploitations. Donc, deux mots rapidement pour reparler de CIPRE. CIPRE, c'est une action inter-institut qui est portée par les 3 instituts de grande culture en France, donc Arvalis, l'Institut technique de la betterave, et Terre Innovia, l'Institut technique des oléoprotéagineux. C'est une action qui a pour but de construire des systèmes de culture qui soient performants sur le plan économique et au niveau de la productivité et qui permettent également une amélioration des performances environnementales. Et c'est une synergie assez inédite des 3 instituts de grande culture pour faire de la R&D en mettant en avant une combinaison méthodologique intéressante. Cette action se structure avec un volet observatoire qui permet d'avoir une vision des pratiques en termes de performance et d'itinéraire technique à l'échelle du territoire, des plateformes expérimentales qui permettent de tester un système innovant et un système témoin et de comparer leurs performances, et des réseaux d'agriculteurs qui sont des partenaires d'échange autour de ces plateformes sur les différentes innovations qui sont co-créées avec eux. Quelques mots sur le dispositif expérimental. Donc, les plateformes expérimentales sont situées dans 5 endroits en France, dans les limons profonds de Picardie, en Champagne sur des terres de craie, dans les sols argilo-calcaires du Berry et dans les terres humifères du Béarn. Et enfin, dans les coteaux argilo-calcaires du Lauragais. Ce sont 5 milieux contrastés qui représentent les différentes zones de grande culture en France. Ces plateformes sont des lieux d'échange avec une quarantaine de partenaires en tout, dont des agriculteurs. Des enjeux locaux se surajoutent aux 3 principaux objectifs du projet. On peut citer par exemple la gestion des adventices ou encore la limitation du risque érosion. Les parcelles expérimentales font entre 3 et 10 hectares. Toutes les cultures sont présentes tous les ans, répétées 2 ou 3 fois, ce qui fait des dispositifs relativement conséquents. Et enfin, sur le plan de l'analyse des résultats, on regarde les performances des systèmes grâce à une analyse pluricritère et grâce à l'outil Cister. Quelques mots sur les leviers qui sont mobilisés dans les systèmes. Donc, pour rappel, les systèmes CIPRE n'ont pas été conçus au départ pour améliorer le bilan carbone. Hein. C'est, on va dire, une étude qui est venue se greffer par la suite. Néanmoins, on a réalisé cette étude parce qu'on s'est rendu compte que l'ensemble des systèmes mobilisaient des leviers qui étaient favorables au bilan carbone. Et qui permettait, et peut-être que ce bilan carbone et la valorisation économique des crédits carbone nous permettraient de compenser les écarts de marge qui étaient constatés entre notre témoin et notre innovant en défaveur des systèmes innovants. Donc, quelques mots sur les leviers mobilisés. Donc, on mobilise la diversification des espèces, l'intégration des légumineuses, l'allongement de la rotation, les apports de produits résiduaires organiques, la réduction des produits phytosanitaires et la couverture du sol en interculture avec des couverts ou des cives.
Donc, en termes de bénéfices attendus pour la multiperformance, en termes de diversification des espèces, on est sur une meilleure régulation adventice ravageur et une réduction du risque à l'aléa climatique. Pour le bilan carbone, ça nous permet, en fonction des espèces disponibles, d'introduire des espèces qui vont laisser plus de résidus au sol et donc du coup améliorer le stockage de carbone dans le sol. Sur le plan des légumineuses, le fait qu'elles soient fixatrices d'azote, ça nous permet de baisser les besoins de la culture qui suit et ça fait également des cultures qui n'ont pas besoin d'azote pour leur croissance, donc ça permet de diminuer la quantité d'azote minéral à l'échelle du système. Et ce faisant, vis-à-vis du bilan carbone, on améliore les émissions de gaz à effet de serre vu qu'on utilise moins d'azote. Et donc mécaniquement, les deux étant très liés, on diminue les émissions de GES à l'échelle du système. Pour ce qui est de l'allongement de la rotation, autant ça peut nous servir sur la partie multiperformance, autant on n'a pas identifié d'aspect du bilan carbone qui soit amélioré par ce levier-là. Pour l'introduction de produits résiduaires organiques à la place d'azote minéral, ça permet d'améliorer le taux de matière organique du sol et donc ça joue forcément sur le bilan carbone. Sur la partie réduction des phytosanitaires, là, on peut constater plutôt un impact négatif sur le bilan carbone parce qu'on va remplacer nos interventions chimiques par des interventions mécaniques et donc la consommation de carburant s'en trouve augmentée. Pour la partie couverture du sol, le fait qu'on protège et qu'on améliore la structure du sol grâce aux racines et résidus a un effet bénéfique sur le bilan carbone. Les résidus découverts vont alimenter la biodiversité du sol et augmenter le stock. Alors, petit rappel de ce qu'est une méthode label bas carbone si vous n'en avez pas encore entendu parler. Il s'agit de chiffrer les réductions d'émissions entre un scénario de référence et un scénario projet dans le temps. Le scénario projet mobilisant des leviers susceptibles de réduire ces émissions. En termes de référence, on considère soit une référence spécifique, c'est-à-dire qu'on se compare avec soi-même à différents pas de temps. Pour les projets label bas carbone, on est sur une échelle de 5 ans. Et donc, on compare le niveau de gaz à effet de serre ou équivalent, tonnes équivalent CO2 de N plus 5 à N. Et si la référence est générique, là, on se compare plutôt avec des données, on va dire, calées sur des exploitations régionales. Donc, le contenu de la méthode, il se base sur un périmètre, donc les activités concernées, les leviers couverts, les sources d'émissions qui sont couvertes, le scénario de référence que je viens de décrire, le fait qu'on démontre l'additionnalité et qu'on va au-delà des obligations réglementaires et légales, la méthode d'évaluation des émissions de stockage, quels sont les modèles qu'on utilise, quelles sont les données nécessaires, l'éco-bénéfice, c'est-à-dire ce qu'on attend les bénéfices supplémentaires qu'on attend en plus de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le suivi de projet et la procédure de vérification. En termes de périmètre, la méthode label bas carbone se concentre sur des réductions de gaz à effet de serre à la fois directes, toutes celles qui vont être évitées sur l'exploitation par le fait qu'on utilise par exemple moins d'azote ou par le fait qu'on séquestre davantage de carbone, et des émissions dites indirectes qui vont être toutes les émissions dues par exemple à la fabrication, au transport, qui sont intégrées dans le calcul de l'empreinte carbone. Quelques mots rapides sur aujourd'hui où cette démarche label bas carbone en est. Donc on a en 2021 377 000 tonnes qui ont été vendues ou prévendues dans le cadre de ce label à un prix moyen de 31,8 € la tonne. Et donc c'est un ordre de grandeur important à garder pour la suite. Et au 22 mars 2023, on a 430 projets labellisés label bas carbone grande culture, seulement 2 individuels, ce qui démontre bien qu'on est quand même sur des démarches collectives à l'échelle d'un territoire, et un peu plus de 1,5 million de tonnes de réduction d'émissions potentielles si tous ces projets se mettent en œuvre. Alors, comment nous allons procéder côté CIPRE pour pouvoir calculer ce bilan carbone? Donc, nous avons considéré nos systèmes innovants comme des systèmes projets. Et pour cela, nous avons pris en compte les campagnes 2016 à 2020. Nous avons considéré notre témoin comme la référence spécifique. Et pour cela, nous avons pris les campagnes 2018 à 2020.
Il est important de noter qu'on est sur les données réelles issues des expérimentations, c'est-à-dire qu'on prend en compte les rendements réels des cultures, les rendements réels des couverts. Ce n'est pas forcément le cas dans les projets qui sont faits, où on est plutôt sur des projets a priori, en tablant sur le potentiel de certains leviers. Le potentiel ou l'expérience que peut avoir l'agriculteur de la réussite de certains leviers. Donc nous, on est vraiment sur les données réelles passées, du coup. Et pour nous aider dans ces calculs, donc je le disais, on utilise Syster, on a utilisé Carbon Extract qui a été développé par AgroSolutions pour toute la partie réduction des émissions liées à la fertilisation, et on a utilisé le modèle CHN-AMG pour évaluer la partie amélioration du stock de carbone dans le sol. Alors, vous avez sur ce graphique l'évolution du stock de carbone sur 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce qu'on est donc sur la durée d'un projet label bas carbone. Il y a deux dynamiques évidentes qui se distinguent sur ce graphique. Une dynamique stockante, où aussi bien les systèmes témoins que les systèmes innovants permettent d'augmenter le stock de carbone dans le sol, et une dynamique plutôt déstockante, où aussi bien le témoin que l'innovant déstockent du carbone du sol. Alors, il est important de préciser que le modèle CHN-AMG qui nous permet de faire ces calculs est très sensible au type de sol qu'on rentre et très sensible au stock de carbone initial qu'on renseigne. Donc, un sol pour lequel on renseigne un stock de carbone déjà important aura plus de facilité à déstocker qu'à stocker. Et à l'inverse, un sol qui part avec un stock de carbone relativement bas, il sera plus facile de stocker du carbone dedans que l'inverse. Donc, on a 3 plateformes pour lesquelles on a une dynamique stockante, donc le Lauragais, le Béarn, la Picardie, et le Berry et la Champagne pour lesquels on a plutôt une dynamique déstockante du carbone qui est renforcée par nos systèmes innovants. Si on prend maintenant système par système, dans le Lauragais, notre système témoin, donc c'est un tournesol blé dur avec un labour 1 an sur 2, et notre système innovant, c'est une rotation en 8 ans qui fait la part belle aux cultures intermédiaires et qui a permis d'introduire des cultures riches en résidus comme le colza. Sur ces cultures intermédiaires en plus, on a finalement sur les années passées réalisé des biomasses assez intéressantes, ce qui fait que c'est ça plus, enfin voilà, entre le colza qui laisse des résidus et les couverts qui ont quand même fait des biomasses conséquentes, on augmente le stock de carbone dans le sol. Sur le Béarn maintenant, petit point de précision, le témoin déstocke légèrement, enfin un petit peu de carbone à l'échelle 5 ans, mais en fait, si on regarde sur le temps long, et le carbone est quand même un indicateur qui se regarde sur le temps long, le stock de carbone du sol ne varie pas. Donc le témoin dans le Béarn, c'est une monoculture de maïs mulché. Et donc, bon, voilà, si on observe une petite diminution à 5 ans, sur le temps long, en fait, c'est quasi nul. Et donc, vis-à-vis de ce témoin, les deux systèmes qu'on regarde, donc le système T3, qui est une rotation en 2 ans, maïs-soja avec une cive et un couvert, augmente significativement le stock de carbone du sol, et une rotation dite label bas carbone parce que conçue pour justement augmenter le carbone du sol avec du colza, un couvert de trèfle veste, du maïs, un couvert de graminées crucifères et du soja, permet également d'augmenter le carbone du sol. Donc, tout simplement parce que voilà, on est dans un secteur qui est quand même naturellement assez arrosé, des sols profonds, donc les couverts font des belles performances, et donc ça, plus du maïs et du colza, forcément, on augmente, enfin le stock de carbone dans le sol se trouve amélioré par les résidus. Et sur la Picardie, c'est les mêmes raisons. Les couverts, diminution des cultures exportatrices de carbone fait que notre système innovant permet d'augmenter le stock de carbone du sol. Dans le Berry et en Champagne, donc les témoins déstockent déjà, et les innovants renforcent ce déstockage parce que pour le coup, on dilue
à l'échelle de la rotation la présence des cultures à fort résidu, notamment le colza. Dans le système du Berry, notamment, le système témoin, le colza est présent 1 an sur 3, quand dans le système innovant, il est présent 1 an sur 9. Et par ailleurs, compte tenu du fait qu'on ait rajouté un enjeu sur le zéro glyphosate à partir de 2019, on a supprimé un levier de destruction des couverts qui a fait que parfois, certaines années, les couverts n'ont pas été implantés pour conserver des fenêtres d'action sur les adventices. Et quand les couverts ont été implantés, certaines années ont été particulièrement difficiles et les biomasses produites n'ont pas forcément été à la hauteur des attentes. Donc ça illustre bien que les contraintes climatiques peuvent avoir des effets sur la dynamique de croissance des couverts et qu'on n'a pas forcément le potentiel espéré ensuite en termes de biomasse. Sur le plan de la réduction des gaz à effet de serre liés au post-fertilisation, qui est le premier poste de réduction. Donc, comment se lit ce graphique? Toutes les barres à droite sont des réductions dites positives, donc cela correspond à des économies de gaz à effet de serre. Et vous avez ici les différentes décompositions des types des postes qui émettent des gaz à effet de serre liés à la fertilisation, donc la volatilisation, la lixiviation, les émissions directes, les émissions amont. Et ces dernières barres-là, c'est la somme de tout ça. Donc, première chose, toutes les plateformes, sauf la Picardie, réduisent fortement leurs émissions de gaz à effet de serre grâce à leurs pratiques au niveau de la fertilisation. Pour différentes raisons assez simples, on dilue à l'échelle de la rotation la présence des cultures consommatrices d'azote, qu'on remplace en partie par des légumineuses. On réduit sur ces cultures encore la partie fertilisation par différents outils. Donc tout ça, mécaniquement, nous permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour la Picardie, donc, et donc là, je vous ai remis un tableau avec, sur les 5 premières années d'expé, les économies d'azote minéral qui ont été faites. Donc, on voit que tous les systèmes réduisent fortement l'usage d'intrants azotés. Sur la Picardie, ce qui explique que les émissions de gaz à effet de serre augmentent, c'est la mobilisation de produits résiduaires organiques. Ce sont des composts et ces composts, au moment du stockage, ont des émissions qui sont assez fortes. Et donc, il y a des réflexions qui sont en cours pour préparer la deuxième version de cette méthode label bas carbone grande culture, pour essayer de ventiler un peu différemment ces émissions amont pour les produits résiduaires organiques, parce qu'ils bénéficient quand même au stock de carbone dans le sol. Et voilà, pour voir comment on peut mieux répartir leur plus-value, parce que sinon, c'est vrai que ça fait tout de suite un petit peu contre-productif de voir que les émissions à l'amont sont si fortes. Avec ça, on a des systèmes innovants CIPRE qui ont tous des bilans carbone positifs. Donc, et qui permettent de générer par hectare et par an entre 0,2 et 2,4 crédits carbone. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information qui est intéressante sur ce tableau, c'est de voir que sur certaines plateformes, et notamment sur les plateformes qui déstockent, la Champagne et le Berry, les efforts qui sont liés à la fertilisation permettent de compenser le déstockage de carbone et d'avoir tout de même un bilan carbone positif à la fin. Au niveau des performances, peut-être avez-vous déjà vu ce tableau qui est la synthèse sur tous les indicateurs qu'on regarde des performances de nos systèmes innovants par rapport au système témoin. Donc on voit assez nettement que les performances environnementales sont améliorées, l'apport d'azote, les émissions de gaz à effet de serre, l'IFT, la consommation d'énergie, mais on voit aussi assez nettement que sur le plan de la rentabilité et de la productivité, nos systèmes innovants ne sont pas encore au niveau de nos systèmes témoins, sauf le Béarn, mais j'y reviens pas.
Donc, légitimement, on s'est dit, si les plateformes CIPRE vendaient leurs crédits carbone, ces crédits carbone pourraient venir alimenter la marge, et on a fait donc 2 simulations en considérant un prix du carbone aux alentours de 30 € et en considérant un prix du carbone aux alentours de 50 €. Donc, comme je vous le disais en introduction, le prix du carbone aujourd'hui se situe plutôt aux alentours de 32 € que 50. Mais bon, malgré tout, les résultats de cet exercice nous montrent que soit on contribue très faiblement à la marge en Picardie, en Champagne, mais c'est aussi parce que ce sont les plateformes qui ont le bilan carbone le plus petit, soit on peut quand même contribuer entre 4 et 6% à la marge pour le Lauragais et le Berry, et entre plus de 10% dans le Béarn. Et forcément, si on augmente la valeur de ce crédit carbone, eh bien, on augmente l'effet sur la marge directe. Et là, on passe à plus 10% dans le Lauragais, plus 6% dans le Berry. Et le Berry, alors là, on est sur une moyenne 2017-2021, mais en fait, cet écart s'est un petit peu réduit sur les 2 dernières campagnes. Donc, on pourrait considérer que la valorisation de ces crédits carbone suffirait à compenser les écarts de marge. Alors, on a fait l'exercice aussi de calculer quelle devrait être la valeur de ce crédit carbone pour compenser, pour que les marges n'aient plus d'écart. Je ne vous présente pas les résultats parce qu'en fait, ça nous donne des valeurs de crédit carbone qui sont vraiment très, très importantes. On était au-dessus de 200 € le crédit carbone, donc complètement décorrélé de ce qui se pratique, de ce qui se pratique en termes de prix du carbone. Et la seconde question qu'on s'est posée, c'est si ce crédit carbone nous permet de récupérer un petit peu d'euros par hectare, est-ce qu'il vient compenser le coût des leviers qu'on met en place pour améliorer notre bilan carbone? Donc, on a fait l'exercice sur le Lauragais avec notamment le coût des semences, hein, donc juste pour la partie implantation des couverts. Donc, on a fait une moyenne de nos charges de semences de couverts sur les années 2016-2020, en dehors des cives, vu qu'on attendait des cives une valorisation, et en dehors de la dérobée de sarrasin. Et je précise que sur la plateforme Lauragais, nous sommes en semences certifiées. Donc, les semences représentent un coût non négligeable. Et sur cette période 2016-2020, on a un prix aux alentours de 39 € par hectare. Donc, si notre crédit carbone est valorisé 50 € la tonne de carbone, on récupère à peu près 63 € par hectare et par an, ce qui nous permet de financer nos semences et de financer une partie de l'implantation et de la destruction de ce couvert. En revanche, si notre couvert est vendu 30 € la tonne, là, on finance à peine les semences. Alors, en semences certifiées, si on n'était pas en semences certifiées et en semences de ferme, on pourrait financer davantage. Néanmoins, cela illustre que voilà, on ne compense pas le coût du levier qui est dépensé pour améliorer le bilan carbone à l'échelle du système. Quelques mots de conclusion pour finir cette présentation. Donc, vous voyez que tous les leviers qu'on a mis en place améliorent le bilan carbone des systèmes innovants, et notamment les efforts qui ont été réalisés sur le post-fertilisation. La valorisation des crédits carbone ne compense pas les écarts de marge entre les systèmes témoins et innovants et ne suffisent pas à les rendre plus compétitifs et plus rentables. La vente de ces crédits carbone suffit juste pour le moment à compenser le coût de certains leviers, mais pas les pertes de productivité qu'ils génèrent. 2 petites infos avant de conclure et de prendre vos questions. Ce webinaire, vous pourrez le retrouver sur le site cipre.fr, et il sera suivi par 3 autres sessions le 24 novembre sur les effets, sur la réduction de la dépendance aux produits phytosanitaires et les effets sur la multiperformance. Le 11 janvier, on vous parlera d'azalée, et le 5 février, on regardera les effets des leviers de la diversification des cultures et les pratiques de gestion innovantes sur la multiperformance des systèmes. Merci de votre attention, et maintenant aux questions.
De Hélène Parisot, avez-vous testé la différence entre un bilan avec les données réelles vs un bilan classique comme le font les exploitations dans le cadre du label bas carbone? Non, alors oui et non. Disons qu'on n'a pas fait l'étude de faire ces bilans carbone avec comment dire, les références ex ante qui avaient été prises pour la construction de nos prototypes, donc les performances initiales qui avaient été envisagées. En revanche, il y a, enfin, voilà, on est plutôt vraiment parti du principe que il était intéressant de valoriser des données réelles d'expérimentation pour sortir du côté un peu projection. En revanche, il y a un certain nombre d'analyses qui ont été faites sur les fermes types que pilote Arvalis, où là, voilà, on teste l'introduction de différents leviers auxquels on affecte un poids. Parce que là, donc nous, le poids des leviers, c'est directement le poids lié au dispositif expérimental, donc le fait qu'on ait autant de légumineuses que de cultures, que de céréales ou d'oléagineux, pardon. Mais il y a, je crois, un article qui a été présenté, une présentation qui a été faite à l'occasion de Floem 2023, qui dresse les résultats de cette analyse du label bas carbone sur les fermes types d'Arvalis, pour voir comment ça se comporte avec des données un peu plus, on va dire, a priori, dans la démarche classique que ferait un agriculteur. Marie, est-ce que tu peux rappeler un peu les ordres de grandeur des différents postes les différents postes du bilan carbone et peut-être les pratiques sur lesquelles on peut jouer et qui influencent le plus ces différents postes, que ce soit fertilisation ou... Ah oui, voilà. Donc, les pratiques qui alimentent le plus les différents postes. Donc, alors sur le stockage, on va vraiment être sur le stock de carbone initial et la réussite, la production de biomasse par les couverts, qui vont avoir une forte influence. L'apport de pro, ça va avoir une forte influence. Alors, c'est vrai que nous, les apports de pro, à part sur la Picardie où il y en a un petit peu, sur les autres plateformes, il n'y en a pas. Donc, on n'a pas forcément pu voir l'effet bénéfique sur la partie stock. Par contre, voilà, je vous ai illustré l'effet plutôt négatif sur la partie fertilisation. Et après, sur la partie fertilisation, nous, les réductions d'émissions qu'on a sont vraiment liées au fait qu'on réduit la quantité d'azote utilisée. Comme toutes les plateformes fonctionnent grosso modo toutes avec de l'ammonitrate, on n'a pas forcément pu faire la différence entre différents types d'azote de synthèse. On n'a pas forcément regardé ce qui était avec enfouissement, sans enfouissement. Voilà. Il y a, on va dire, tout un arsenal de leviers que l'on ne teste pas parce qu'on est déjà avec des formes relativement peu, qui sont un peu moins sujettes à la volatilisation. Et du coup, voilà, on ne regarde pas ça. Mais c'est vrai que sinon, sur les leviers liés à la fertilisation, on peut citer comme autre piste le choix de matières azotées moins volatiles, le fait d'enfouir, les conditions d'apport, évidemment. Une autre question de Quentin Mass, les émissions de N2O sont-ils fortement influencées par la présence de légumineuses ou sont-ils plutôt dépendants dépendants de la structure du sol et de son oxygénation? Eh bien, c'est une très bonne question et je suis pas sûre de pouvoir répondre à cela. Effectivement, on s'est rendu compte que mais peut-être quelqu'un peut répondre. Monsieur Guillot, si vous avez la réponse. Attendez. La question de Monsieur Mas, c'est les émissions de N2O sont-elles fortement influencées par la présence de légumineuses ou sont-ils plutôt dépendants de la structure du sol et de son oxygénation? Elle est compliquée, cette question. Oui. Alors, je vais me la noter, je vais la conserver précieusement et je vais voir si on peut y trouver une réponse. Mais moi, là, à ce stade, je ne peux malheureusement pas répondre. Après, il est clair que dans la partie couverts végétaux, aujourd'hui, et dans tout ce qu'on expérimente au niveau des plateformes, on a énormément de mal à introduire en fait des légumineuses en tant que culture, et culture rentable, on va dire.
On voit que c'est pas facile, hein. Les rendements de pois d'hiver n'ont pas été grandioses chez tout le monde cette année. Et c'est sûr que du coup, l'intégration des légumineuses dans les intercultures, sans qu'on puisse forcément mesurer les effets au niveau des bilans azotés et au niveau des bilans carbone, euh, on a du mal vraiment à percevoir ce qu'on améliore et dans quelle proportion. Après, on a une autre question en lien avec les performances un peu globales des systèmes de culture, enfin des systèmes innovants et témoins, avec Aurélie Natep qui demande quelle est la perte de rendement à l'échelle de la rotation sur le système innovant. Donc, je ne sais pas si tu as Alors, j'ai pas les résultats en tête. Enfin, si, le tableau que vous pouvez voir, c'est le tableau qui est là. Où en termes alors, on peut le regarder par la production d'énergie, mais en fait, c'est vrai qu'on ne regarde pas, fait pas la moyenne de tous les rendements de toutes les cultures sur les différentes plateformes. On le regarde par cet indicateur production d'énergie. Ce qu'il est important de noter, c'est que c'est pas forcément. Comment dire, dans les cultures historiques qui sont communes aux deux systèmes, on n'a pas forcément de grosses différences de rendement, sauf accident d'une année en particulier, voilà. Mais on n'a pas forcément de grosses différences. C'est, comme le rappelait un peu Monsieur Guyot, c'est le fait d'introduire des cultures de diversification qui peuvent être plus variables sur le plan, le plan de la productivité, qui fait qu'on baisse cette production d'énergie parce que c'est des cultures qu'on maîtrise aussi moins bien, qui sont moins performantes, on n'a pas les mêmes génétiques sur du pois chiche ou du millet que sur du blé ou du colza. Donc tout ça fait qu'à l'échelle du système, la production de biomasse est plus faible. Sujet différent. Sur le bâchage des produits organiques, est-ce que c'est une solution pour améliorer le bilan carbone? Pour éviter les émissions amont des pros, je serais tentée de dire oui, mais je pense que c'est déjà fait en partie. Mais bon, à confirmer. À confirmer. Parce que c'est Vincent Guyot qui a posé la Oui. question. Parce que c'est quand même vachement surprenant de voir la dégradation et l'ampleur en fait de la dégradation du bilan carbone sur la Picardie. Et c'est vrai qu'on commence à voir on commence seulement à voir des tas de compost qui commencent à être bâchés comme des tas de betteraves. Alors c'est pareil, est-ce qu'il faut bâcher avec de la Toptex ou est-ce qu'il faut bâcher avec d'autres types de bâches? Parce qu'on veut bien utiliser moins d'engrais minéraux, mais il faut les remplacer par de l'organique. Et si on les remplace par de l'organique, ça veut dire du stockage en bout de champ. Et on sait très bien qu'au moment du stockage, on ne sait pas là où. Enfin, c'est surprenant quand même de voir une dégradation aussi importante sur la modalité Picardie. Alors, je précise que c'est pas la seule. Enfin voilà, la Picardie n'est pas la seule exception sur laquelle ça a été constaté, hein, mais dans les autres simulations dont je parlais, pardon, toutes les études qui ont été faites sur la fermothèque d'Arvalis, c'est quelque chose qu'on constate. Et alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous interroge parce que c'est vraiment important et que ça ne tient pas compte quand même des bénéfices. Merci Valérie pour ta précision. L'émission amont du graphique est celle de la fabrication du compost et non celle du stockage. C'est tout ce qui est à l'amont de l'utilisation, donc je pense que ça prend aussi en compte celle du stockage, mais bon, à vérifier. Enfin bon, voilà, quoi qu'il en soit, dans les réflexions sur comment dire, l'évolution de cette méthode label bas carbone, c'est-à-dire cette contre-performance est identifiée et de ce que j'ai pu comprendre, il va essayer d'être tempéré par les bénéfices que peuvent apporter les pros par ailleurs. Parce qu'on ne sait pas faire sans engrais azotés, hein. Quelles Oui. que soient leurs origines, qu'ils soient organiques ou minéraux, on se rend compte que dès qu'on en met
moins ou pas assez. Ça a été le cas cette année dans certaines parcelles ou dans certains sols, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Dans des sols qui minéralisent peu ou qui minéralisent moins bien, tout de suite la qualité des blés et le rendement du blé, il dégringole, quoi. Après, sur un autre thème, est-ce que les systèmes élevage peuvent séquestrer plus de carbone que les systèmes grande culture? Alors ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a qu'on a regardé nous, mais je sais pas si tu as des éléments de réponse quand même. Effectivement, alors je sais que l'Institut de l'élevage travaille beaucoup sur la question. Est-ce qu'ils peuvent séquestrer plus de carbone? Et comme c'est vrai qu'on n'a pas de système en polyculture élevage, dans le réseau CIPRE, j'ai pas de billes là-dessus. La tonne de carbone n'est pas assez chère pour compenser l'innovation actuelle du système. Non, On est bien d'accord. on est bien d'accord. Enfin, si on considère que le seul crédit carbone doit compenser les pertes de marge, de systèmes qui n'ont pas forcément été conçus pour ça. Mais en l'état, voilà, on n'atteint pas les performances de notre témoin. Après, on a, comment dire? Il faut savoir que les témoins, qui sont pratiqués, sur CIPRE sont quand même des témoins, bien conduits, optimisés, et qu'on a tout un travail en cours justement pour repositionner les performances de ce témoin et de cet innovant dans les performances moyennes des régions dans lesquelles, nous sommes présents. Pour voir un petit peu comment se comportent les 2 systèmes, régionalement. Mais à ce stade, force est de constater que nos innovants, pardon, ne sont pas à la hauteur sur le plan économique, par rapport à nos témoins. Et initialement, les innovants n'ont pas été, définis pour aller chercher du carbone. C'est bien ce que vous Non, avez dit, on est d'accord? tout à fait, tout à fait. On est Les sur une objectifs étude d'opportunité parce que c'est ça, voilà, les outils ont été développés, qu'on avait un jeu de données, qui nous permettait, de tester ça et parce qu'on avait quand même malgré tout, un certain nombre de leviers qui étaient ceux du bilan carbone. Donc, on n'aurait pas eu ces leviers-là, on n'y serait pas, enfin, on aurait évidemment pas fait cette étude. Pour revenir un peu sur les poids des différents postes, il y a une question voilà, quel poste est-ce qu'il vaut mieux axer nos efforts plutôt sur sur la séquestration du carbone ou sur le stockage? Il y a peut-être une erreur parce que pour moi, stockage et séquestration, ça doit être, c'est assez similaire. Mais du coup, sur quel type de poste un peu faut axer nos efforts? Qu'est-ce qui est le plus durable? La stratégie bas carbone, qui a été dictée par l'État, privilégie l'une ou l'autre, des axes entre réduction des émissions et séquestration. Toujours est-il qu'il faut, il faut réduire les émissions, qu'elles passent par la réduction nette ou par éviter le déstockage, ce n'est pas précisé. Donc, je serais bien embêtée pour dire laquelle est la plus durable. Est-ce qu'il ne faudrait pas développer des filières, bas carbone ou cultures peu développées pour améliorer les marges des systèmes innovants? Sans doute, évidemment. Alors pour ça, il y a, hein, des initiatives, il ne faut pas dire que ça n'existe pas, mais il y a quand même des initiatives, de certaines filières qui rémunèrent mieux des productions, dont le bilan carbone est amélioré. Je pense notamment, je crois que c'est CEPOL qui via, l'initiative Oléose permet de, mieux rémunérer un tournesol, conduit dans un système, qui permet de diminuer le bilan carbone du tournesol. Je ne sais pas, je n'ai pas en tête les critères, exacts, demandés par CEPOL, mais il y a une bonification, sur le prix de vente, du tournesol. Et pour ce qui est du développement de filières, oui, si ce n'est que ce n'est pas simple, parce que, ces cultures de diversification ne sont pas forcément. Voilà, encore faut-il qu'il y ait vraiment, une demande, et puis comment dire, l'outil logistique doit être adapté aussi, le stockage, la transformation. Enfin, c'est des questions qui sont complexes, et qui sortent un petit peu du giron des instituts de grande culture. Donc, nous,
voilà, on fait simplement la démonstration que des systèmes qui améliorent la performance environnementale, c'est possible, mais qu'aujourd'hui, ils ont un coût. Et que ce coût, il doit être pris en charge. Enfin, je ne sais pas s'il doit être pris en charge, mais en tout cas, il faut le compenser d'une manière ou d'une autre. Donc, des filières de diversification qui se mettraient en place et qui permettraient d'absorber des cultures et apporter un meilleur revenu, oui, mais bon, ça sera jamais ça démarrera en tout cas par des petits volumes, et qui dit petits volumes dit aussi filière saturée potentiellement très rapidement dès qu'on a une bonne année, et puis des difficultés pour les années qui suivent. Mais c'est Vincent Guyot, pour aller chercher beaucoup de tonnes d'amélioration dans une démarche bas carbone, il faut accepter la transformation profonde de son exploitation, y compris ses contrats de production. Donc, il va falloir accepter ces contrats de production et ces contrats, entre guillemets, moraux. Alors, je vais vous en citer un, c'est pour moi l'exportation des pailles de la ferme. J'ai un contrat moral avec les éleveurs de tirage qui viennent chercher gentiment ma paille, moyennant quelques deniers. Si demain je veux vraiment progresser sur le bilan carbone de ma ferme, il faut que je dénonce ces contrats-là. Donc voilà, ça fait partie des remises à plat globales de l'exploitation. Donc chez moi, c'est la paille, l'engrais liquide, peut-être une diminution des surfaces en betterave, avec tout ce que ça conduit derrière. Donc, pour quelle rémunération et pour quel résultat économique à la fin, je ne sais pas. Oui, d'autant qu'il y a quand même un point que je n'ai pas précisé et qui est malgré tout, qui peut avoir son importance, c'est que je vous disais qu'aujourd'hui, on avait dans l'ensemble des projets label bas carbone un peu plus de 1,5 million de tonnes de réduction qui avaient été chiffrées à la date de mars 2023. Il faut savoir que ces tonnes de carbone, elles s'échangent, elles se valorisent sur un marché de gré à gré, donc de porteurs de projets à acteurs du territoire, industriels, entreprises, voilà, tout un chacun qui veut investir là-dedans et soutenir à l'échelle de son territoire un collectif d'agriculteurs qui va générer des crédits carbone. Et donc ça, aujourd'hui, on n'a pas encore trop d'exemples. Voilà, les dynamiques commencent à se lancer, mais toutes les tonnes de carbone potentiellement générées dans 5 ans ne sont pas encore vendues. Alors, si on a prévu de comparer notre projet avec une référence générique, oui, si cette référence générique nous est donnée, entre guillemets, parce qu'à ce stade, moi, je ne sais pas dire comment elles sont communiquées. Donc, voilà, si c'est le collectif d'agriculteurs qui définit quelle est sa référence générique, ou si c'est l'État qui va dire la référence générique pour telle région, tel département, tel endroit, c'est telle référence. Et du coup, à ce stade, faute de données, on n'a pas fait ce comparatif, mais c'était un peu l'idée quand même de regarder quelle serait la performance du témoin et quelle serait la performance de l'innovant vis-à-vis de cette référence générique. Et ben, si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre participation.